Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Revenus et Causes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Lida Lenné, VP Operations chez Dataiku. Bienvenue Lida, Bonjour Benjamin. ravi de t'accueillir. Alors, ce qui va rendre, à mon avis, cet épisode particulièrement riche, c'est ton parcours exceptionnel qui, à mes yeux, donne une perspective assez unique sur les différentes phases de croissance d'une entreprise tech. Donc, si je reviens rapidement sur ton parcours, tu es formé ingénieur à Télécom Paris. Tu fais d'abord tes armes sur le terrain, et ça, on y reviendra. Je pense que c'est très important chez SAP, Oracle, dans des rôles de sales, pre-sales, customer success. Avant de te tourner vers les RevOps, tu as fait aussi Anaplan, chez qui tu as vécu, à mon avis, l'une des expériences les plus formatrices qui soit pour un RevOps, à savoir accompagner une entreprise tech de sa phase de pré-IPO jusqu'à son introduction en bourse et même au-delà. Et aujourd'hui, tu es chez Dataiku, donc l'une des licornes françaises de l'IA qui a franchi les 300 millions de dollars d'ARR. Tu diriges une équipe de 30 personnes que tu as structurée depuis ton arrivée. Et pareil, on y reviendra. Je pense que c'est clé dans l'échange d'aujourd'hui, où tu es passé de 2 personnes et demie à 30 personnes. Donc je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, justement. Comment cette expérience unique, Oracle, Anaplan, te permet aujourd'hui d'anticiper des besoins organisationnels à chaque phase de croissance et comment tu appliques ça en fait au quotidien chez Dataiku. On va aussi parler rémunération variable, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Okobo. Bon, bref, un témoignage, comme vous l'aurez compris, assez incontournable pour tous ceux qui cherchent à construire des opérations revenus et surtout une parole rare sur un métier encore très jeune en France. Voilà, j'en ai beaucoup dit. Ravi de t'accueillir. Je te laisse te présenter Lida et aussi présenter Dataiku. Merci beaucoup Benjamin. Donc effectivement, je dirige en fait les revenue operations au global chez Dataiku. Dataiku est une société de software qui met à disposition un soft pour créer des applications d'intelligence artificielle, les gouverner et être capable aujourd'hui aussi de gérer et de gouverner les agents. Puisque c'est vraiment le sujet en ce moment sur l'AI. Et donc moi j'ai rejoint Dataiku il y a 4 ans et demi pour justement monter l'équipe SalesOps qui est devenue RevOps et soutenir Dataiku dans sa croissance et dans sa structuration pour potentiellement un jour devenir public. Très bien. Je l'ai dit en intro, tu as un parcours qui est ancré dans le terrain. Hein, tu viens de là. Tu as passé ta première moitié de carrière, je le disais, sales, pré-sales, CSM. Comment tu bascules de ce monde terrain à RevOps, quoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu de basculer chez les Ops quand tu étais sales? Alors, c'était pas planifié, vraiment, puisque effectivement, j'ai commencé, en fait, j'ai toujours travaillé dans la tech. J'ai commencé, ma carrière chez Accenture où j'étais consultante. Ensuite, je suis passée consultante, dans une, petite société, de software qui s'appelait ALG Software, qui était une société de software de gestion, qui a été rachetée par Business Objects, Business Objects racheté par SAP. Donc là, en l'espace de 3 ans et 2 acquisitions, en fait, j'ai pu voir comment est-ce que le monde des sales et de la vente fonctionnait dans des sociétés de software de taille très petite, moyenne et grosse. Et lors des différentes phases d'acquisition, en fait, j'ai exploré plusieurs rôles, puisqu'en fait, à chaque fois, ça m'a ouvert des opportunités pour grandir aussi dans ma carrière, parce que je suis passée de consultante à pre-sales et ensuite sales donc chez SAP. Et ensuite chez Oracle que j'ai rejoint juste, enfin après SAP et une période entre deux dans le monde du retail. J'avais pas planifié de passer RevOps, mais mon chef à l'époque, mon directeur chez ALG Software, qui m'a accompagné aussi dans les différents moments de ma carrière chez Business Object et SAP, avait commencé l'aventure Anaplan avec un ancien aussi de SAP Business Object qui était CEO à l'époque, donc Laurent Lefouet et Fred Lalluyo, et m'a contacté pour me demander si je voulais le rejoindre en tant que Sales Ops. Donc sur le coup, ça m'a surprise qu'il ait vu un potentiel de Sales Ops en moi, donc je lui ai demandé en fait pourquoi et pourquoi moi.
Et en fait, sa réponse, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est ça qui a motivé, en fait, ma carrière de sales ops depuis ces 10 dernières années. Il m'a dit qu'il voulait quelqu'un, en fait, qui l'aide à planifier et à structurer, en fait, la croissance de son équipe et le go-to-market. Vraiment un bras droit de sales leader qui ait une compétence terrain, qui soit proche du field pour monter, en fait, des opérations et une structure qui soit pragmatique et qui soit proche du terrain et qui aide le terrain plutôt que de monter une tour de cristal. Il m'a donné quelques exemples en fait de sales ops qui m'ont aussi moins inspiré en tant que sales, que je trouvais très pertinent. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai passé le pas et que je l'ai rejoint en tant que sales ops et que ma carrière a commencé. Et tu Ma savais ce que deuxi- c'était à l'époque, les sales ops, quand on t'en parlait? je savais ce que c'était, mais j'avais une vue qui était très en silo. En fait, je faisais pas la jonction entre le deal desk qui pour moi était opéré à part Mm. chez Oracle, les sales ops qui étaient plutôt sur toute la partie QBR et la planification euh, et voire même les commissions. En fait, pour moi, c'était vraiment des rôles disjoints qui Ok. n'étaient pas forcément opérés ensemble. Mm. Et donc, en fait, je pense que j'avais une vision qui était très unidimensionnelle. Et ce que j'ai vraiment appris en étant sales ops et après en grossissant l'équipe sur du RevOps, c'est que c'est très multidimensionnel et que c'est Mm. cette multidimension qui est extrêmement intéressante dans le rôle et qui permet en fait d'accélérer justement le revenu et le business. Ouais, exactement. RevOps, c'est pas du tout une personne. C'est ça qu'on a tendance à voir parfois Ouais. à tort dans beaucoup d'organisations. C'est pas un rôle, une personne, c'est vraiment une équipe et c'est vraiment multifacteur avec beaucoup de dimensions. On y reviendra juste après. Et alors, moi, j'ai une question, parce qu'on pose souvent la question quand on accompagne des clients qui découvrent aussi ce métier-là. Est-ce qu'un bon sales, à tes yeux, déjà, peut faire un bon sales ops? Oui, un bon sales peut faire un bon sales ops. Un bon sales peut faire un bon sales ops parce que, j'espère que vu que j'étais sales et que je C'est suis devenue c'est vrai que sales la ops, question est un peu biaisée vu que tu viens de ce une monde-là. réponse un peu biaisée. Oui, parce que en fait, il y a une question de comprendre aussi le comportement des sales Mm. et qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les freine en fait. Parce que je pense que, enfin, tout sales veut devenir successful. Et donc, en fait, je pense qu'il n'y a aucun sales qui veut échouer dans sa mission. Et quels sont les freins à ça? Je pense que c'est ça qu'on arrive à décortiquer peut-être mieux quand on a une expérience terrain. Après, j'ai des gens dans mon équipe qui n'ont pas du tout une expérience terrain et qui arrivent à décortiquer ça aussi. Mm. Je dirais que moi, mon expérience terrain, elle était combinée entre avoir fait du consulting et avoir fait du sales. Donc, j'avais aussi la structuration d'un consultant qu'il faut avoir pour être sales ops parce que sinon en fait on n'a pas assez de structure. Mais des gens sans expérience terrain peuvent être aussi des bons sales ops s'ils ont ce business acumen, Mm. s'il y a de la compréhension de qu'est-ce qui fait les freins en fait et qu'est-ce qui fait le moteur du business. Il y a un énorme besoin, je trouve, d'empathie et d'écoute. Fait un bon RevOps ou un bon SalesOps, quoi. Que même si Oui. tu viens pas du terrain, il faut en tout cas être capable de vraiment écouter Il et faut être comprendre les capable besoins. d'écouter, il faut être capable de se mettre un peu au second plan pour réussir. En fait, c'est un métier qui est un métier d'influence. Mm. Donc, il faut se mettre au second plan pour réussir à influencer sans diriger, parce que c'est pas notre rôle de diriger. Et dans ton rôle de VP Ops aujourd'hui, qu'est-ce que ton parcours, enfin, comment ton parcours t'a aidé aujourd'hui dans ce rôle-là? T'as des choses que tu arrives à mettre en avant? Oui, en fait, je pense que, là où mon parcours m'a aidé, c'est vraiment sur être pragmatique. Être pragmatique par rapport à des challenges qu'on a. Parfois, on a envie d'avoir la meilleure solution, mais la meilleure solution, celle qui est la plus belle sur le papier, elle est pas forcément applicable. Donc, le côté pragmatique, le côté très applicatif, en fait, des solutions. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut être adopté? Quel est le ressenti en fait terrain? Je pense que c'est vraiment ça qui m'aide tous les jours. Et puis effectivement,
Il y a une petite couche de crédibilité aussi, c'est-à-dire que je l'ai vécu, donc il y a des moments où en fait je peux dire oui, je sais ce que c'est, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas évident, mais tu vas voir en fait, si on le fait comme ça, peut-être qu'il y aura le retour d'investissement. Et je dirais que ça m'aide aujourd'hui dans ma crédibilité aussi dans mon rôle. Ouais, on en revient encore à l'empathie, c'est se mettre à la place d'eux et le fait de l'avoir vécu aussi Ouais, te permet de dire bon, je sais vraiment, je viens de là aussi, donc vous en faites pas, ça va bien se passer quoi. oui, Bah écoute, moi je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, dans la structuration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes comment faire passer à l'échelle une équipe RevOps. Et encore une fois, c'est un métier qui est assez jeune en France, notamment. On voit bien, nous, ça fait encore une fois pas mal d'années qu'on fait ça, mais on sent que c'est assez jeune. Déjà, pour commencer, c'est quoi ta définition des RevOps? J'aime bien, nous, on cherche un peu à évangéliser aussi un marché. ouais. Toujours intéressant de définir ce métier que pas grand monde, en tout cas ceux qui ne baignent pas dedans, comprennent aujourd'hui. Ouais. Alors ma définition des RevOps, donc on est une équipe qui est là pour gérer en fait la performance des équipes revenues. La performance dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire et les objectifs et les territoires et la mesure en fait des ventes, mais aussi la planification, le forecast, le suivi, l'exécution de bout en bout. Donc, quand on le voit comme ça, le bout en bout, il peut être à forme variable. En fait, ça dépend vraiment. J'échange avec énormément de collègues RevOps et les RevOps peuvent être différents d'une entreprise à l'autre en fonction de comment est-ce que les autres départements sont aussi structurés. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien dans dans le métier de RevOps, je vois ça comme un sales hub ou comme un revenu hub. Et donc, comme on est un hub, en fait, les autres métiers, les autres corps de la société viennent se plugger dessus. Donc, on va interagir avec, bien entendu, les sales directement, mais aussi interagir avec la finance, avec le legal, avec les RH, avec le marketing, avec la prévente. Enfin, et en fonction avec les services, hein, et en fonction je dirais, de là où il y a besoin de fluidifier, là où il y a besoin d'avoir un impact, la fonction peut être très modulable en fait. Aujourd'hui, l'équipe que j'opère, elle est sur le spectre assez large en fait des RevOps, puisque j'ai une équipe de Sales Ops, donc qui sont en fait des Field Ops, Field Sales Ops. Leur objectif étant de vraiment faire du business partnering avec les sales managers. Donc, ils vont gérer en fait tout ce qui est la cadence des sales ops, le pipeline management, les forecast calls, tout ce qui est aussi QBR, tout ce qui est gestion des territoires, définition des quotas. Donc voilà, mesure de la performance, mais Oui, c'est vraiment, vraiment les sparring partners des managers c'est les sparring partners commerciaux. des managers. Et en fait, on fait la cadence au niveau régional, donc ils ont vraiment un mapping qui est régional, continental, et Mm. ils sont vraiment en fait sur le terrain. C'est les field partners en fait. Cette équipe-là est soutenue par une équipe BizOps, qui est une équipe plus centrale, plus outils, plus process, qui va permettre en fait de gérer tous les sales tools, mais aussi de gérer tous les dashboarding, et tout le flow en fait de comment est-ce qu'on cadence les sales process euh, pour l'équipe en centrale. Alors j'ai décidé de l'avoir en centrale pour des questions de scalabilité et Mm. aussi d'être sûr de ne pas dupliquer l'effort au niveau régional. Mm. Donc, Sales Ops, BizOps. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment le cœur de Sales Ops que j'opérais à mon arrivée. Et Mm. ensuite, on a raccroché des bouts qui permettent, encore une fois, l'accélération du business, de pouvoir donner, en fait, de pouvoir scaler, de pouvoir répliquer les best practices, de pouvoir être vraiment au cœur du field à aider, en fait, nos équipes go-to-market à développer plus vite. Donc, la première fonction qu'on a rajoutée, c'est Deal Desk, qui est vraiment aussi régionale. Donc j'ai des équipes Deal Desk qui sont sur les 3 continents pour pouvoir vraiment faire un support local. Et mon équipe Deal Desk est très en coaching pour pouvoir aider sur les best practices. On a des cycles de vente complexes, donc il faut vraiment pouvoir aider à structurer les offres qu'on a. Ensuite, on a complété avec l'équipe Go-to-Market Ops
Donc vraiment toute la partie euh, des Sales Engineers, Operation, CSM, donc Customer Ops, Partner Ops, BDR Ops. Donc pour vraiment avoir en fait l'équipe qui aide aussi les équipes de compte dans leurs opérations à être réunies sous le même chapeau. Mm. Et enfin, la dernière équipe qu'on a rajoutée, c'est l'équipe Incentive Sales Compensation, qui effectivement fait partie aussi de Revenue Ops chez nous. Ce qui est clé. On y reviendra après, mais ce qui est clairement clé Et qui dans gère la fonction le RevOps. variable de toutes les personnes go-to-market qui ont un variable. Ok. Et donc, Deal Desk, pour comprendre, c'est un peu l'équivalent des équipes enablement, c'est ça? C'est Non, le donner les deal desk, moyens. c'est vraiment l'administration des ventes, mais l'administration des Ouais, ventes, pas une fois qu'on a signé, pas ok, l'order management. C'est vraiment tout l'accompagnement pré-sales ok, pour structurer les offres, structurer les cotations, être sûr que les bons niveaux, les best practices en termes de discount, en termes de ce qu'on appelle revenu accounting, c'est-à-dire nos règles de revenue recognition, soient anticipées et s'appliquent, et qu'on soit vraiment sur des ventes qui peuvent maximiser en fait notre métrique clé qui est l'ARR. ok. Donc, c'est la partie engineering des œuvres pour accompagner. Engineering, Ouais. absolument, c'est Et ça. ils sont appelés systématiquement dans chaque deal ou c'est vraiment quand le sales se sent. Tous les deals, ils sont là. Tous Ok, les deals sont contrôlés par le deal desk. On a une délégation en fait de la finance. ok, Parfois, les équipes deal desk reportent à la finance. Nous, on a une délégation avec un set de règles et de policies qu'on a définies ensemble, qui nous donne en fait, qui nous donne de la latitude pour opérer très vite. ok. Et tu parlais aussi donc des équipes CS, Ops, BDR Ops, etc. Eux, ils sont centralisés aussi. Oui, Donc, Sales Ops localisés avec des field sales très proches des équipes terrain. oui. Et par contre, les autres équipes Ops plutôt centralisées et transverses. Centralisé avec une forte mission autour du dashboarding et du tooling et du process unifié. Mais Ok, ils ont aussi de l'engagement terrain. Ils engagent plus avec, et c'est pour ça que je disais qu'en fait, la morphologie des équipes RevOps dépend aussi de la morphologie de l'entreprise. Hmm. Nos équipes go-to-market functions ont des global leads. Donc en Ok. fait, mes business partners sont mappés avec eux. Oui, c'est ça, ils ont leur. Et pareil, ça devient des sparring partners, même si centralisés, ils ont leur binôme, quoi. Exactement. Et donc, du coup, toi, quand t'es. Enfin, déjà, avant de rentrer dans ce détail-là, tu dépends de qui aussi dans l'organisation? Alors, moi, Où je se situe dépends Ops? du VP stratégie qui dépend Ok, du CRO, donc en ok. fait, côté revenu. Hmm. Et le VP stratégie, tu en parlais tout à l'heure, de la fonction Sales Enablement. Donc le VP stratégie a aussi la fonction Sales Enablement, qu'on appelle Revenue Enablement, puisqu'elle est plus large, puisqu'elle fait l'enablement aussi de la partie Customer Success, Sales Engineer, BDR, etc. Donc c'est vraiment Revenue Enablement. Et des fonctions additionnelles comme justement toute la partie BDR et toute la partie business BDR centralisé aussi, du coup, chez vous? centralisée aussi chez nous. Ok. BDR, pour ceux qui découvrent aussi un peu la fonction, c'est vraiment les commerciaux qui sont en charge d'aller prendre des rendez-vous en prospection et d'aller démarcher et Exactement. trouver des nouveaux clients. C'est la Euh, prospection. ok. Et donc, t'es arrivé, tu m'as dit que vous étiez, il y avait 2 personnes et demie. Comment tu fais pour justement définir un peu les rôles clés? Comment tu construis cette équipe pour arriver à 30 personnes? C'est quoi, à ton avis, les premiers éléments enfin, c'était 2 personnes pour combien de personnes chez Dataiku quand t'es arrivé? Ouais. Et comment tu arrives un petit peu à se faire vivre l'équipe RevOps qui doit accompagner la croissance des équipes revenues? Quand je suis arrivée, il y avait effectivement une équipe qui était une équipe de 2 personnes et demie sur la partie Sales Ops. Sur la partie Deal Desk, il y avait aussi une équipe qui était plutôt en administration des ventes et qui était une équipe de 2 personnes également, mais qui faisait vraiment plus de l'admin des ventes, enfin une fois que c'était signé. Et donc, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, effectivement, alors la taille de l'équipe, c'était
à peu près de mémoire 80 sales. Quand je dis sales, c'est vraiment direct. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 205. Et donc, vraiment direct. Et après, il faut augmenter ça avec la taille de toutes les équipes go-to-market, donc à peu près 600. Et donc, quand je suis arrivée, en fait, j'ai déjà fait un assessment sur les premiers 30 jours de voir qu'est-ce qui est le plus gros pain à adresser. Qu'est-ce qui est le plus gros pain pour réussir à rendre les choses plus fluides et à accélérer en fait le business. Sachant que ma mission, c'est la scalabilité, l'accélération et les best practices. Bon, Mm. vraiment, c'est ces trois choses-là. C'est l'augmentation du revenu d'une manière qui est scalable, avec des best practices pour qu'on ait le meilleur résultat. Et donc, en fait, après cet assessment, euh, qui est différent en fonction de l'environnement. Encore une fois, mon assessment n'était pas du tout le même quand je suis arrivée chez Anaplan. Donc, l'assessment dépend vraiment de l'environnement, dépend des forces en place, dépend de là où on est, ce qu'on a fait, etc. Donc, mon assessment, en fait, il est parti dans deux directions, qui est que on devait mettre en place les cadences parce qu'elles n'existaient pas à l'époque. Donc vraiment mettre en place en fait le forecast call. Il y avait du forecast qui était fait, mais le forecast était fait de manière analytique et pas de cadence call pour l'animer et pour anticiper en fait potentiellement des bloqueurs. C'est à ça que servent les cadences call, c'est de faire parler les gens et pas Mm. seulement les data. Et le deuxième, c'était de vraiment outiller en fait une fonction deal desk et de mettre en place une fonction deal desk qui est pré-sales, donc qui est Mm. vraiment, comme tu le disais, en ingénierie commerciale, plus qu'en admin des ventes. Ok. Donc c'est vraiment les deux directions que j'ai commencé tout de suite. Et comment tu as fait pour... c'est assez intéressant parce que je l'ai beaucoup vécu aussi dans ma carrière, c'est de défendre un budget pour aller créer des nouvelles fonctions un peu support qui sont pas productives en direct, mais qui viennent aider à la productivité en Ouais. indirect. Comment tu arrives à défendre ça au budget quand tu n'as pas encore prouvé la valeur de ces métiers-là? Ouais, alors il y a deux axes. Alors déjà, il faut trouver qui est son exact sponsor, hein. C'est Mm. c'est extrêmement important parce que moi, je suis à la mise en œuvre de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un exact sponsor qui fait partie de l'exact team. Donc j'ai été trouver mes exact sponsors. Euh, En fonction des sujets, les exact sponsors sont différents. Encore une fois, comme la fonction revenu ops est un hub, on peut avoir des exact sponsors qui sont différents. Mm. Sur le core, les exact sponsors sont souvent les mêmes, c'est le CRO et le CFO. Donc le CRO, la manière dont j'ai vendu le sujet, c'est l'accélération. C'est de montrer effectivement comment est-ce que de ce qu'on faisait avec des exemples concrets, hein, comment est-ce qu'on pouvait faire du repeat business à côté duquel on passait. Mm. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est avec le CRO. Donc c'est de montrer qu'en fait, des opportunités sous-jacentes, qu'il y avait un quick win à faire ici, qu'il y avait un business sous-jacent qu'on n'allait pas chercher parce que juste on n'était pas équipé pour aller le chercher. Et côté CFO, le trigger est toujours le même, c'est le Mm. risque. Mm. Surtout quand on veut se structurer pour un jour devenir public ou pour être capable en fait de supporter la croissance. Donc le risque de ne pas d'avoir des règles différentes pour chacun de nos contrats, de ne pas avoir la maîtrise de qu'est-ce qu'on a négocié, de ne pas avoir de standard. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux axes. Et je pense qu'il faut vraiment savoir différencier en fait les personas parce que on défend pas un business case pareil en fait en fonction de l'exact sponsor. Mm. Euh, et même si l'un l'autre peuvent comprendre, je pense qu'il faut vraiment aller parler au cœur du persona et pour s'inscrire dans son agenda. Ouais, c'est comme de la vente au final, c'est vraiment trouver les pain points de son personnel et les mettre en avant, les bonnes réponses pour faire déclencher les nouveaux projets. Euh, Exactement.
Tu parlais aussi d'outils. C'est quoi votre stack d'outils rapidement chez Dataiku, juste pour, en tout cas, Alors en sur termes la de CRM partie et ce qui gravite? justement de ces deux premiers outils sur lesquels on a investi tout de suite, enfin sur lesquels on a commencé, donc nous notre stack, on a Salesforce Hmm. comme CRM, et donc on a implémenté le CPQ, donc le CPQ de Salesforce, euh, qu'on a implémenté en deux phases. Donc on a fait une, euh, une implémentation très rapide pour vraiment en fait mettre les b.a-ba du CPQ en place parce que vraiment je pense que sur cette partie-là il y avait un besoin urgent. Et après on a attendu un an pour revenir sur un CPQ plus avancé. Donc Ok. on l'a vraiment fait en deux phases. On a fait un quick win où on a fait un projet en 6 semaines. Ça a été extrêmement vite pour mettre du CPQ en place. C'est très 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 court, rapide, ouais. très très rapide. Mais j'avais justement été recruter un directeur deal desk qui a commencé avec moi au moment de lancer le projet. Donc vraiment, ça a été sa première mission et quelqu'un qui était très bien câblé sur ça. Enfin, qui m'accompagne toujours, c'est mon bras droit deal desk, mais vraiment qui partageait cette mission et cet objectif, cet agenda avec moi. Et sur l'année d'après, on a renforcé, on a mis on a fait un deuxième projet qui nous permettait d'avoir tout ce qui était beaucoup plus advanced, sur lequel on a pris plus de temps en définition et en rollout, parce qu'il y avait moins de deadline en fait. C'est comme si on avait fait le gros œuvre et qu'après on était revenu pour faire la déco. La déco, la finition et s'assurer que on soit content d'emménager. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, forecasting et cadence, on a tout de suite, enfin, on a mis en place Clary et pareil, un win-win project. Pourquoi Clary et pourquoi est-ce qu'on a été très vite sur Clary? Même débat ici, hein. C'est plus facile quand vous avez en fait des exact sponsors. Et à l'époque, en fait, j'avais le patron des US qui avait déjà exploré en fait dans cette direction-là, qui m'a convaincu. J'ai trouvé l'outil très pertinent et on a été très très vite parce qu'il y avait un quick win ici. J'avais déjà un champion et ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite sur convaincre les équipes et avoir tout le monde qui est on board. Ok. Qui juste est en charge de l'administration de ces outils-là? C'est aussi dans tes équipes en direct ou c'est vraiment toi qui le gères aussi dans les équipes Ouais, alors l'administration fonctionnelle est chez moi, l'administration technique de Salesforce et côté fonction corporate, Ouais, puisque le CRM est vraiment cœur système, enfin les outils transactionnels sont cœur système et ils sont côté corporate. ok. Donc on a de l'administration technique en fait de Salesforce, de l'ERP et du SIRH qui est fait par les fonctions corporate. Mais je suis le business owner principal et en administration fonctionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on développe fonctionnellement est validé par moi et mes équipes. Et question que je pose aussi maintenant, on peut plus trop y échapper parce que ça change aussi la phase de nos métiers et en plus vous êtes une boîte d'IA. Mais est-ce que tu as des use cases IA pour les équipes revenues à mettre en avant? Énormément. J'imagine. Énormément. Alors, c'est une bonne transition parce que notre projet de CPQ qu'on a fait en 6 semaines, on n'aurait pas pu le faire sans l'IA. Donc en fait, on a utilisé Dataiku, notre propre outil, Mm. pour pouvoir faire tout le mapping des datas et de pouvoir le faire de manière extrêmement rapide grâce justement à notre outil. Donc ça a fait partie de l'accélération de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, dans mes équipes, l'équipe justement BizOps a une practice sur la data science et utilise en fait Dataiku. On a des datasets Mm. qui sont gérés de manière commune avec une équipe analytique centrale qui fait partie aussi des fonctions corporate, qui anime nos data et les cas d'usage IA en interne pour tout le monde. Et nous, on bénéficie de leur expérience, mais on bénéficie aussi des datas centralisées qui sont sécurisées, qui sont contrôlées par cette équipe. Et tu as un petit exemple de cas d'usage IA pour les équipes revenues qui a fait waouh quand elles l'ont vécu? Ouais. Alors, on en a plusieurs. On utilise l'IA pour faire notre territory management. Donc Ouais. ça permet en fait de dire bah voilà, on fait nos territoires et puis derrière on regarde en fait comment l'IA nous permet de mapper les territoires et ça permet en fait d'avoir
une vision qui est potentiellement non biaisée en fait de ce que ça pourrait donner. Mm. Donc ça c'est très apprécié. On est au début, on a fait quelques tests, mais on va faire un déploiement de tout ça très vite. En fait, on avait fait toute la partie data management et data cleansing déjà, donc rajouter une couche d'IA, d'IA plus générative et de LLM on top, c'est voilà, c'est la deuxième phase sur laquelle on travaille aujourd'hui et qui est une passerelle très facile. On est en train de regarder aujourd'hui, de faire toute la partie Customer Knowledge Management. Et on a un vrai cas d'usage aussi autour de ça, qui va servir enfin vraiment toute la société. On commence. La première partie est plus cœur finance ops. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on peut savoir exactement combien on a de clients avec telle et telle clause négociée. C'est un inventaire de notre base client Qui est branché sur du Salesforce, sur qui est branché votre... sur du Salesforce. En fait, c'est un cas d'usage qui n'a pas de... Enfin, on n'a pas vu de limite, on n'a pas vu de fin jusqu'à présent. On a Ouais. tellement d'idées que ça grossit et que ça grossit. Le premier cas d'usage, c'était vraiment de relier les datas d'usage avec Mm. les datas contractuelles qui viennent de Salesforce. C'est-à-dire de faire le lien entre les datas d'usage qui sont dans une autre plateforme, monitorées par une autre plateforme, et les datas contractuelles et le pipeline. C'est-à-dire que on a l'état contractuel, le pipeline et les datas d'usage, et ça nous a permis en fait de vraiment faire une triangulation là-dessus. On l'appelle le Customer 360. Et il ne fait que grossir. Ok. En tout cas, je te remercie aussi d'avoir mis en avant le fait que les cas d'usage IA ont du sens qu'une fois que la data est clean aussi. C'est que tu vois, Oui, on oui, parle oui, de en fait, c'est le segmentation et démarrage, parce que triangulation, c'est sinon le ça fait démarrage. pas de sens. Exactement. Donc il faut quand même passer ce temps-là, quitte à Oui, utiliser l'IA pour nous aider à avoir la data propre, mais c'est clé si on veut que les cas d'usage visibles et que l'effet waouh soit là, il faut que la donnée soit clean en entrée, quoi. ouais, 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 c'est clé. Super intéressant. Moi, il y avait un autre sujet sur la partie RevOps que je voulais aussi creuser avec toi, c'est la partie organisation. On a commencé à en parler un petit peu avant. Euh, mais tu as vécu en fait quand même certaines phases de croissance et aussi chez Anaplan au préalable, etc. Est-ce que tu as un peu des frameworks tu vois, à quoi ressemble une équipe Ops en fonction des différentes phases de croissance? Est-ce que tu as en tête quelques étapes clés? Parce que je l'ai vécu aussi pas mal, c'est qu'en fonction de comment l'entreprise grossit, en fonction du CODIR, en fonction des différentes entreprises, que tu le disais, en fait, on dépend aussi énormément de l'organisation de l'entreprise. Ouais. On peut être un petit peu emmené à droite à gauche quand on ne sait pas trop où mettre ces équipes-là. Moi, je suis très intéressé d'avoir ton point de vue sur peut-être un pattern que tu aurais vu. Je suis pas très pattern et framework parce que Mm, justement, en fait, je pense que il n'y a pas un pattern à un framework. Il faut mm, vraiment s'adapter c'est une fonction RevOps SalesOps qui est très polymorphe en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la maturité des différentes équipes, mais aussi les objectifs des différentes équipes pour réussir à voir là où on doit compléter le mieux. Et enfin, je vais prendre un exemple qui est ridicule, hein, mais il faut voir ça comme de la pâte à modeler, quoi. C'est-à-dire que il y a toutes les fonctions qui sont disjointes et la pâte à modeler au milieu qui met de la glu mm. ou qui met de l'huile, je sais pas, enfin, mais pour que tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, un framework, non. Je dirais, la seule chose sur laquelle je fais attention, c'est de bien doser, en fait, quand est-ce que on accélère ou quand est-ce qu'on met de l'emphase sur le local versus le global. Et c'est une balance en permanence. Ça, c'est une Ouais. balance en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin d'accélérer niveau local et Mm, on a besoin de mettre l'emphase au niveau local, régional. Quand je dis local, c'est vraiment régional, field, etc. Et il y a des mm. moments où on a besoin, en fait, de reprendre côté global. Il n'y a pas une organisation qui fonctionne mieux, quelque chose qui est très centralisé avec des dotted lines ou des strong lines. Et j'ai vu les deux et j'ai vu une alternance des deux parce qu'en fait, on a besoin d'une alternance des deux dans les phases de croissance pour être au bon moment, au bon endroit et et être capable d'être en support l-
du pain. C'est un peu rassurant d'entendre ça, c'est qu'en fait, on le vit tous, tu vois? Et en fait, c'est tout à fait normal de voir, en fait, Oui. le format de cette équipe évoluer aussi énormément en fonction de plein de paramètres, comme tu le dis, quoi. Donc c'est tout à fait normal et c'est la vocation de cette équipe, comme tu dis, de s'adapter aussi à l'orga et donc du coup de changer et d'évoluer. Compris y compris les reporting lines, enfin, ça peut changer. Exactement. Dans ma carrière, j'ai été, sous CPO, sous CRO, enfin sous CEO. Il y a eu tellement de formats différents, avec à chaque fois, des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais oui, ça dépend encore, comme tu disais, énormément du contexte dans lequel on s'inscrit. Je dirais que la Mais seule constante, c'est de comprendre sa mission. oui, c'est ça. Rester au contact des utilisateurs qu'on va aussi servir, pas mal, quoi. Et est-ce que tu as quand même un chiffre, est-ce que un pourcentage tu vois, d'effectifs où tu te dis, bon, bah, en fait, je pense qu'il faut au moins 10% de RevOps pour un nombre d'équipes au revenu au global. Tu as un peu un pattern aussi comme ça, même si tu pas très pattern? Non, enfin, alors, j'ai pas un pattern j'ai pas un pattern pour RevOps au global parce que justement, c'est plein de fonctions. Mais Ouais, par contre, effectivement, je fais des benchmarks pour chacune des fonctions et après, je les regroupe pour voir s'il y a de l'optimisation qui peut être faite. Parce que le fait que ça fasse partie du même chapeau, faut qu'on cherche la synergie, il faut qu'on cherche les optimisations. Mais mmh, généralement, les équipes deal desk, ma métrique, c'est vraiment les transactions et la ouais, complexité des cycles de vente. C'est aussi le fait que on a besoin de coverage, donc on peut pas opérer sur 3 continents sans le bon coverage. Faut faire attention à pas être trop bah, trop short sur certaines time zones, même si on peut les opérer depuis différentes parties du monde. mmh, Donc c'est vraiment en fait, c'est vraiment la transaction, la complexité de la transaction, la longueur des cycles de vente, le nombre d'itérations qu'on fait sur les dossiers. Donc ça, c'est la métrique pour Deal Desk. Ma métrique pour les sales ops, c'est vraiment le nombre de sales leaders. Comme on opère en fait une cadence régionale, bah, le nombre de sales leaders va vraiment impacter en fait comment est-ce qu'on peut être en business partnering direct. Et derrière sur les fonctions GTM Ops, c'est vraiment la taille du GTM. Donc on est sur quelque chose de plus classique qui est la taille des personnes qu'on supporte divisé par le nombre d'ops. Et après, ce qui va faire la différence, c'est si on est outillé. Le ouais, fait d'avoir beaucoup d'automatisation nous permet effectivement de faire des optimisations. Si certaines fonctions sont opérées chez nous ou pas. mmh. Euh, Encore une fois, hein, si jamais le forecast est fait par une des équipes, on n'a pas besoin de le dupliquer partout, même si on fait de la triangulation. Voilà, il y a des optimisations, donc j'ai vraiment plusieurs métriques et après je regarde en fait comment est-ce qu'on peut rejoindre tout. Et est-ce que tu as des exemples concrets aussi pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu as des exemples de routines aussi, que tu mets en place, entre les équipes Ops et les équipes revenus, voire, entre les équipes Ops elles-mêmes? Des choses un peu concrètes, actionnables que les gens pourraient mettre en place dans leur boîte? Oui, alors les routines, en fait, moi, ma grosse mission euh, de, euh, de patronne des RevOps, Mmh. c'est qu'ils se parlent en fait, parce que Ouais. c'est un vrai pari hein, aussi de mettre différentes fonctions. Donc effectivement, j'ai des routines euh, pour que la cross-collaboration se fasse. Et c'est vraiment, ça fait partie de la mission que je donne à chacun de mes directeurs, c'est qu'il y ait vraiment de la cross-collaboration et qu'ils aillent chercher en fait l'optimisation ou en tout cas comment est-ce que chacun peut aider l'autre et faire le miles en plus qui peut aider que on va casser les silos, opérer mieux, se comprendre beaucoup plus vite, etc. Donc il y a des projets qui naissent de cette cross-collaboration. Et donc en fait j'ai une instance, un comité qu'on anime tous les mois. Avec l'équipe étendue, avec les 30 personnes de mon équipe. Mmh. Bien entendu, j'ai mes staff calls toutes les semaines et on a en fait, on anime tous les échanges avec le revenu sur des rendez-vous. Donc, on a vraiment une cadence avec le revenu, avec les équipes revenus, une cadence autour du pipeline, où on a effectivement nos monthly calls autour du pipeline, autour de la satisfaction client, autour du forecast. Donc, en fait, tous les thèmes ont leur cadence et viennent se nourrir les uns les autres. On travaille, moi j'aime bien en fait, on a comment?
on a un business qui est très, 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 très au quarter. Donc, Mm. on opère au trimestre. Donc, on opère tout au trimestre. Et pour moi, en fait, le trimestre, c'est 13 semaines. On a quadrillé les 13 semaines et on sait exactement qu'est-ce qu'on fait chaque semaine et comment est-ce que l'activité de la semaine 2 vient nourrir la semaine 3 et la semaine 4 et Là, 5. je suis très aligné avec le côté systématique, en tout cas systématiser les routines pour que ça Oui, devienne en fait vraiment, parce que ça porte son nom, hein, une routine, et qu'il n'y ait plus de questions à se poser, qu'en fait maintenant chaque chose, les rôles sont clairs, on sait qui va l'animer, qui participe, qu'est-ce qu'on va présenter, etc. Et en fait, ça permet de d'aligner très facilement les gens autour d'objectifs communs. plus on systématise et plus on crée le muscle, en fait. Exactement. Le départ est toujours difficile, mais Ouais, une fois qu'on a créé le muscle, c'est comme un sportif, hein. Ça ouais. devient fluide et ça devient de plus en plus performant. Et en systématisant, on se donne les moyens surtout de structurer la donnée en amont pour qu'à chaque fois qu'on ait cette routine-là, ce meeting-là, la donnée soit de plus en plus claire, de plus en plus clean, de Exactement. plus en plus fiable, quoi. Ouais. Avant de passer sur la REM variable, qui est un sujet qui m'intéresse aussi, et je vois le temps qui file, donc je vais y aller assez rapidement. Juste une question ou deux pour qu'on puisse aussi un peu profiter de ton expérience sur les RevOps, mais pour les CEO qui découvrent un peu cette fonction-là, c'est quoi pour toi le ROI d'une équipe RevOps? Tu vois, comment mettre en avant, justement, ça, on a déjà commencé un petit peu à en parler, tu l'avais indiqué sur le CRO et le CFO, mais c'est quoi pour toi le ROI d'une équipe RevOps? Et à quel moment tu penses qu'il faut s'outiller de tel profil ou de commencer à s'outiller d'une équipe comme ça? Alors, c'est une question qui est très complexe parce qu'en fait, c'est un ROI qui est toujours indirect. Si je reviens en fait à l'analogie, enfin à l'expérience sur comment est-ce que j'ai mis en place les premiers projets et comment faire grossir l'équipe, il y a vraiment les deux axes qui sont l'axe croissance, accélération avec le CRO et l'axe compliance, risque avec le CFO. Mm, Donc ça, il y a vraiment deux axes sur lesquels il faut construire le ROI. C'est comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on maîtrise les risques, parce qu'on est aussi une fonction qui est là pour les best practices, pour encadrer en fait les équipes commerciales. Euh, donc il y a une fonction aussi un peu de contrôle, hein, même si c'est un contrôle pour la croissance mm, qui est pas négligeable. Donc en fait effectivement, c'est ces deux axes-là de ROI. Donc le ROI, il est pas direct, mais euh, moi j'aime bien quand on peut l'ancrer sur quelque chose qui est simple aussi à comprendre. Les quelques KPI qu'on s'est pris, c'est on a des cycles de vente qui sont très très longs. Est-ce qu'on est capable de les accélérer? Et est-ce qu'on voit une accélération de nos cycles de vente en mettant ces practices, en mettant les cadence calls, etc. Or, c'est pas que ma mesure, c'est aussi la mesure de l'équipe revenu, mais mm. c'est un KPI que j'aime bien parce que mon équipe peut l'adopter aussi. Donc, l'accélération des deals. L'augmentation du panier moyen. Donc ça, c'est un KPI, encore une fois, il est indirect, mais si on structure mieux, si on est force de proposition, si on est capable de voir effectivement comment est-ce que ça, on peut l'utiliser. La rétention, c'est un KPI qu'on mesure aussi et que mon équipe garde précieusement. L'augmentation du pipeline. Mm. Donc, euh, donc ça fait partie aussi des KPI. L'augmentation du pipeline, effectivement la conversion. Donc en gros, c'est deal conversion, deal velocity et deal volume. Mm. Un peu partout, quoi, un peu tout au final. Oui. Et Mais c'est ça qui est derrière, intéressant, hein. C'est qu'en fait, derrière, c'est ouais. très indirect, mais en fait, au final, exponentiel, parce que tous ces indicateurs multipliés par le nombre de commerciaux, enfin, tu vois, sur la finalité, au final, le ROI est vraiment assez exponentiel. C'est une super question parce que moi j'ai mes équipes qui me posent la question, mais comment est-ce qu'on fait nous pour contrôler ça? Parce qu'on contrôle pas ça, on est en indirect. Et donc en Mm. fait, ce qu'on a fait en fait pour le faire et l'orientation que je leur donne, c'est que les gains marginaux fonctionnent. C'est-à-dire que si on gagne un demi-point ici, un point ici, c'est déjà ça de gagner. Et Mm. si on gagne un demi-point là, un point là,
2 points-là, mis bout à bout, c'est déjà ça de gagné. Donc en fait, leur mission, c'est d'éclairer leur sales leader, leur functional lead sur où est-ce qu'ils peuvent faire ces gains marginaux. C'est-à-dire de trouver les insights, d'aller analyser la donnée, d'aller analyser les processus, de voir comment les équipes opèrent, de voir les behaviors, etc., pour voir là où on peut aller chercher ce gain marginal. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est trouver le cadre et le mettre en avant. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a des petits points par-ci par-là, encore une fois, multipliés par le nombre de personnes qui vont vivre ça. Chez vous, particulièrement, vous avez plus de 200 commerciaux en direct, donc ça fait très vite plus très marginal. Et juste, quand est-ce que tu penses qu'il faut recruter un premier profil RevOps? Est-ce que c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Je pense que, en fait, finalement, on recrute très vite un profil RevOps sans l'appeler RevOps. Je pense que tu as pu le voir de ton côté. On l'appelle Sales Analytics, ou on l'appelle différemment. Mais je pense que, enfin, je pense que dès qu'on a besoin, en fait, dès qu'on a besoin, je dirais, c'est compliqué à dire, hein, mais dès qu'on a besoin d'accélérer le business et que on ne peut plus savoir, enfin, on ne peut plus savoir exactement comment le faire avec une vision très top-down, c'est là où on en a besoin. Ce qui arrive souvent assez rapidement dès qu'on commence à recruter quelques commerciaux qui doivent performer, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, ces gains marginaux dont je parlais, on peut pas les Hmm. voir dans une vision top-down. Il faut avoir de la remontée en bottom-up et comprendre effectivement euh, où est-ce qu'on a des pains et où est-ce qu'on a de l'accélération. Je passe sur la dernière thématique. Encore une fois, c'est passionnant et on pourrait en parler pendant des heures de structuration, l'impact que ces médias-là peuvent avoir. Mais il y a aussi un levier opérationnel que je trouve souvent sous-évalué. Et comme je le disais en introduction, qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la rémunération variable parce que ça fait partie en fait de nos métiers. Et vous avez fait ce choix-là chez Dataiku, qui est un très bon choix, j'en suis convaincu, c'est d'intégrer dans votre scope la gestion des incentives et la gestion de l'animation de la rémunération variable des commerciaux. Pourquoi vous avez fait ça? Alors, l'équipe qui gérait les variables a été aussi dans différentes équipes. Donc en fait, chez Dataiku, cette équipe était côté finance au début, elle est passée côté RH. Et il y a 2 ans, j'ai récupéré cette équipe avec laquelle de toute façon je collaborais de manière très proche depuis le début. Le pourquoi est-ce qu'on l'a mis côté revenu? En fait, le design de l'équipe, c'est vraiment en fait d'être euh, au cœur du design en fait des drivers. C'est-à-dire qu'au départ, on va designer les drivers ensemble avec les équipes finance et voir en fait les impacts des drivers sur ce que notre CRO et l'équipe exec veut pousser comme direction d'accélération. Mm. On va les designer ensemble, on va les opérationnaliser, on va développer les plans de com pour qu'ils soient le plus effectifs possible. Derrière, on va calculer les coms et on va mesurer en fait directement en fait la performance des commissions et l'impact de la performance des commissions. Le fait d'avoir tout sous le même chapeau, le one-stop shop comme on l'appelle, permet vraiment en fait de pas avoir de des fois on a des bonnes idées en design mais l'opérationnalisation elle échoue et ça enfin je l'ai vécu 100 fois. On a des super bonnes idées en design et en fait on le met d'une manière opérationnelle et en fait on l'a pas bien opérationnalisé et ça marche pas. Donc le fait de réussir en fait à avoir ce retour d'expérience de quand on a un design, on l'opérationnalise, on voit tout de suite si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et on a aussi cette expertise de passer du design à l'opérationnalisation, ça c'est extrêmement important. Ensuite, le fait de payer les coms, on voit tout de suite en fait l'impact. Et on est capable en fait d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas que du calcul de commission, on fait aussi du forecast de commission et on fait aussi quelque chose qu'on essaye là, qui est du pipeline de commission. Et donc le pipeline de commission, ça permet vraiment, on ne change pas le behavior en 2 jours. C'est-à-dire que quand on a décidé de partir avec un nouveau driver pour changer un comportement ou pour accentuer dans une direction, ça change pas demain. Donc en fait, on peut pas s'attendre à avoir des résultats tout de suite.
Mais par contre, il faut qu'on puisse anticiper si on voit ces résultats en amont pour être sûr qu'on est dans la bonne direction et qu'on se réveille pas dans 2 ans avec des plans de com qui sont vraiment pas efficaces. Donc ça permet vraiment en fait d'avoir cette vision externe et cette multidimensionnalité. Euh, donc moi, effectivement, je ne peux que conseiller. Et comment tu mets en place cette notion de pipeline là, de commission? Alors en fait, on a mis en place la structure. Alors encore une fois, hein, ça vient de la data et des outils. On a mis Mm. en place la structure qui permet en fait dans notre dataset d'ingérer non pas uniquement les actuals, mais d'ingérer aussi des forecasts et d'ingérer aussi du pipeline. C'est-à-dire avec la même structure de calcul, on va faire du what if analysis Ok. où en fait on va regarder et si on projette avec d'hypothèses, Mm. où est-ce que ça nous entraîne? Et c'est vous qui posez les hypothèses ou vous C'est nous essayez qui de posons récupérer les aussi un hypothèses peu le parce que ressenti commercial? bah oui, c'est nous qui posons les hypothèses parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que si les hypothèses sont posées uniquement par des équipes qui font le calcul des coms, euh, on ne sait pas c'est quoi les hypothèses. Et moi, dans mon équipe, j'ai les sales ops. Et les sales Mm. ops vont dire, mais oui, ça, c'est des hypothèses qui sont extrêmement valides. Ou ça, c'est des hypothèses, ça tient pas du tout la route. Ou ça, c'est des hypothèses. Ah oui, 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 ça, en fait, nous, on voit ci, on voit ça, parce que c'est le rôle des sales ops d'anticiper comment le pipeline évolue. Mm. Donc, en fait, de combiner, en fait, ces deux intels, en fait, donne vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une projection qui va plus loin que juste le forecast, qui va jusqu'au forecast de vraiment la performance finale. Et en plus, les hypothèses, j'imagine, ne sont pas les mêmes en fonction des régions et des territoires, d'où l'intérêt aussi de se nourrir des Exactement, fils de sales exactement. qui ont la Et maîtrise, puis quoi. des fois aussi, ça nous permet de simplifier. Il y a certaines hypothèses, on n'a pas besoin d'aller dans un détail monstrueux parce que on se noie dans le détail. Donc on peut rester très, très high level sur certaines hypothèses, mais sur d'autres, se dire, ah non, non, ça, il y a une vraie granularité régionale, où il y a une vraie granularité au niveau des segments, au niveau des territoires, et ça vaut le coup de le différencier, alors que des fois, ça vaut pas du tout le coup, on perd notre temps, et le gain. Et c'est quoi pour toi un bon plan de com? Question très Un, large, très vague. un bon plan de J'ai com, c'est j'ai un un peu plan ma de com réponse. qui est simple. Exactement, merci. J'espérais que tu me répondes ça. C'était le but de la question. Un bon plan de com, c'est un plan qui est simple. Il faut pas avoir trop de drivers et trop de dimensions. Et c'est absolument pas efficace. Enfin, en tout cas, moi, des expériences que j'ai eues à chaque fois qu'on essayait d'ajouter trop de dimensions, trop de paramètres, etc., c'est absolument pas efficace. On va gagner 2 centimes sur 3. Mm. Franchement, ça n'a aucun impact. Donc, un bon plan de com, c'est un plan de com qui est simple. C'est un plan de com sur lequel on peut se projeter, c'est un plan de com sur lequel on peut voir quelle est son action individuelle. C'est pas tout le temps facile, parce qu'on peut Non. pas tout le temps faire des plans de com individuels. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en pool et on peut avoir très vite des limitations sur comment individualiser les plans de com. Et tout le monde ne doit pas être individualisé. Il y a des plans de com qui ne doivent pas être individualisés par essence et ils seraient contre-productifs si on les individualisait. Mais il faut quand même en fait, c'est un plan de com qui est aligné avec le message qu'on passe, avec la Mm. mission qu'on passe à la personne et sur laquelle la personne peut voir quel va être son impact. Donc, si sa mission, c'est une mission de pool, de groupe, il faut que cette personne-là puisse voir comment est-ce que son pool, son groupe, a un impact en fait sur son plan de com. Et tu le disais aussi, hein, je me permets de le remettre en avant parce que c'est important pour moi, c'est que ça s'inscrit dans le temps long et qu'en fait l'impact il est sur la durée. Donc il y a aussi pour moi l'importance de ne pas changer de plan de com Ouais, tous les quarters ou tous les 6 mois parce 100%. que sinon on est incapable de valider l'efficacité d'un plan. Exactement. Ne pas changer, regarder dans la constance comment ça s'inscrit, mais quand même avoir un œil dans le radar pour voir si effectivement on voit dans le pipeline en amont un changement de comportement. Les changements de comportement se font pas par les plans de com, hein. Ils se font pas que par les plans de com, ils se font Mm. aussi par le management, par le renforcement, par le renforcement de la mission, etc. Et toi, comment tu fais du coup est-ce que tu as une méthode pour évaluer ou ajuster un peu l'efficacité d'un plan de com? Oui, alors ça demande du support et du soutien. En fait, encore une fois, c'est un business partnering avec les sales leaders.
Nous, on va mesurer en fait l'efficacité du plan de com. Donc en fait, on va mesurer la performance des commissions. Mm. Au départ, il y a une calibration qui est faite. C'est-à-dire que quand on fait le design, on fait une calibration, on fait une projection de ce qu'on s'attend à payer. Si on paye moins, bah en fait, en vrai, en commission, on n'est pas content parce qu'on Mm. l'avait planifié. Donc c'est pas comme si on était content qu'on avait gagné des sous. Mm. Payer moins, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Mm. Donc on va regarder pourquoi est-ce qu'on paye moins. Et est-ce qu'on paye moins parce qu'on paye moins un driver? Un plan de com qui est efficace, c'est un plan de com où on a payé dans l'enveloppe pour chacun des drivers et qu'il n'y en a pas un qui est outstanding et un autre qui est complètement en dessous. Euh, Sauf si on se dit, ah bah tant mieux, en fait, on va pivoter et on va accélérer que sur ça. Mais généralement, si on a bien choisi les drivers, on doit avoir en fait un mix pay qui doit être proportionnel. Et c'est comme ça en fait qu'on voit la performance du plan. On regarde au global de l'enveloppe, on regarde sur chacun des drivers et on partage ces données-là avec nos sales leaders. Donc, nous, on les partage avec le CRO, on les partage avec les continental leaders, à partir du moment où il y a des différences. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas, enfin, mais généralement, il y a des différences. Et après, on regarde en fait justement comment renforcer ces points-là. Si jamais, au global, on voit que il y a un truc qui fonctionne pas, c'est au global qu'on le renforce. Si on voit que ça fonctionne pour certaines équipes, mais pas pour d'autres, on va essayer de comprendre comment ça se fait, si c'est quelque chose qu'on peut contrôler ou pas, ou si c'est inhérent en fait au territoire, à la région, et ça entraîne d'autres questions. Et en termes de communication aussi, la question que je me pose, c'est un des défis qu'on voit aussi dans la rémunération. On Ouais. parle de variables, on parle quand même de la paye des gens, donc il y a un enjeu très fort de communication. Comment vous animez ça aussi? Vous avez un outil qui vous permet de suivre un petit peu sales Ouais, par sales, combien ils gagnent ouais. en temps réel? Oui, oui, oui. On a un outil qui donne à chacun des sales la visibilité de leur commission. Qu'on a justement mis en place ensemble avec la personne, la directrice qui gère tout ce qui est, enfin, qui gère cette équipe-là, et qui est vraiment mon bras droit sur le sujet, qui m'a rejoint il y a 2 ans. Donc vraiment toute la première année, en fait, on a outillé, parce qu'en fait, je parlais d'outillage au début, mais l'outillage est extrêmement important pour pouvoir justement en fait faire tout ça, sinon c'est pas possible. Mm. Euh, donc en fait, on a mis en place cet outil qui donne de la visibilité à tous les gens du go-to-market, de là où ils en sont en fait de leur plan de com, combien est-ce qu'ils vont recevoir de variables, et ça va sur le détail des opportunités, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient exactement toutes les opportunités qui ont bénéficié à leur plan de com et on met en musique en fait les drivers. Donc oui, on leur donne la visibilité. L'étape 2, et en fait, on est en train de travailler dessus, on est encore sur toute la partie la système et fluidité, etc. Mais l'étape 2 pour nous, ça va être de venir sur l'enablement, c'est-à-dire de faire des formations autour de ça Mm. pour qu'il y ait une vraie compréhension de la performance des plans de com. Ouais, c'est clair. Il y a l'outil, il y a aussi comment les gens le comprennent et comment Ouais. l'information est animée et communiquée, tout aussi importante. Et bon, dernière question sur ce sujet-là, mais c'est aussi pour un peu boucler la boucle de notre discussion de la journée. Est-ce que tes équipes RevOps, elles, sont incentivées aussi? Est-ce qu'elles ont un variable? Non, on est, on est sur le corporate plan. Donc, on a un variable, mais qui est le bonus corporate, et on n'a pas de variable chacun. On avait, mais on a changé. Alors ça, pareil, ça fait partie aussi ça fait partie des pros and cons. Je pense que moi, je vois des avantages et des inconvénients Mm. dans chaque, je dirais que la question se pose vraiment pour les fields, les fonctions field. Ouais, qui sont, elles, vraiment au Qui sont, contact elles, très vraiment au opérationnel. contact du business, ou en fait, partager en fait, le même KPI que leur business partner fait beaucoup de sens. Mm. Après, voilà, encore une fois, c'est une question de gain versus coût aussi, hein, Ouais, euh, clairement.
Et en fait, si on n'a pas la structure pour le faire, il vaut mieux être plus simple et opérer de manière plus simple, et savoir l'assumer dans un délai qui est consistant et dans une qualité qui est consistante, plutôt que d'aller trop loin et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est aussi des profils qui sont moins drivés par le variable aussi. Oui, oui, les pourcentages de variables sont beaucoup plus minimes. Donc en fait, comme je disais, l'impact, ça fait du sens. Est-ce que l'impact vaut qu'on mette en place une structure particulière? C'est là où, en fait, voilà, on jauge toujours. Merci beaucoup. Je finis toujours par trois questions signature qui sont récurrentes dans chacun des épisodes. La première, c'est un concept. Est-ce que tu as un framework, une réalisation qui a changé ta manière de manager ou que tu as implémenté à chacun de tes nouveaux postes ou que tu implémenterais à chaque fois? Alors, je dois avouer que le concept ou vraiment le sujet, moi, qui a changé ma manière d'opérer, je vais prêcher un tout petit peu pour ma paroisse, mais chez Anaplan, on a mis en place Anaplan pour nous, et en fait, ce concept de connected planning qui nous a permis d'accélérer énormément comment est-ce qu'on opère d'un point de vue RevOps, parce que en fait, c'est la fluidité de comment est-ce qu'on réutilise la donnée à un endroit à un autre. Et cette agilité d'opération que j'avais chez Anaplan, qui était clé pour moi pour opérer, c'est quelque chose que j'ai recherché à remettre en place chez Dataiku. Et chez Dataiku, j'ai découvert aussi comment est-ce que notre propre outil Dataiku pouvait nous aider. Et maintenant, ça fait partie de mon framework et je ne pourrais pas m'en passer. Et donc, en fait, effectivement, comment est-ce qu'on peut accélérer avec de l'IA notre manière d'opérer? Enfin, vraiment, ça fait partie d'un mode d'opération plus moderne dont je pourrais pas me passer demain si jamais j'allais dans une autre société. Et juste connected planning pour ceux qui découvrent un petit peu concrètement, ça veut dire quoi Alors, le connected planning, c'est d'être capable de connecter les données des plans opérationnels des différentes fonctions. Donc, connecter les plans de la finance avec les plans des commerciaux, par exemple. Donc, ça veut dire être directement capable de connecter le nombre de people, par exemple, qu'on a prévu dans le plan avec la gestion des territoires. Comme ça, on anticipe et on a déjà les territoires pour toutes les personnes qui viennent des plans FP&A, Mm. et on va construire ensemble. Et il n'y a pas mais tu as combien de personnes sur et de passer notre temps à réconcilier en fait nos données entre nous. Donc c'est utiliser tous les mêmes métriques. Notre métrique clé, c'est l'ARR, l'annual recurring revenue, parce qu'on a on est notre modèle économique, c'est la subscription. Et donc, avoir les mêmes chiffres d'ARR partout, qu'on parle finance, qu'on parle marketing, qu'on parle Mm. sales, plan marketing, plan finance, c'est extrêmement important. Et donc, avec la granularité et toutes les directions qu'on utilise pour regarder l'ARR. On regarde l'ARR par région, par segment, par produit, par Une multitude de composantes qu'il faut du coup une multitude systématiser. de composantes qui font que, en fait, c'est pas une métrique si facile à Non. réconcilier et à maîtriser, et que on peut souvent passer beaucoup, beaucoup de temps à la réconcilier si on n'a pas un connected planning qui est en place. L'essence de nos métiers. C'est marrant d'ailleurs, tu travailles souvent pour des boîtes qui servent particulièrement ton métier, Oui. qui devient un peu les power users des solutions que vous vendez. Euh, L'autre question, c'est l'erreur ou la pire fausse bonne idée qui t'a coûté le plus cher, que tu as eu depuis que tu fais ces métiers-là. Je pense que la fausse bonne idée, et on peut pas toujours, on n'a pas toujours la flexibilité de faire sans, mais c'est que dans une équipe RevOps, il y a différents profils. Il y a des profils terrain, il y a des profils analytiques, il y a des profils projet. Et en fait, chercher à ce que tout le monde fasse tout, ou essayer de trouver le RevOps couteau suisse, c'est impossible. Parce que il y a une manière de fonctionner qui fait qu'on va pousser les gens à être sur des dual roles ou à contre-usage. Et c'est pas des temps d'opération qui sont les mêmes. C'est-à-dire les personnes qui travaillent sur le terrain sont extrêmement impliquées sur le terrain 24/24. Elles n'ont pas tout le temps
de penser à des projets, d'avoir le recul de planifier un projet. Et Mm. donc en fait, ça c'est une erreur que j'ai faite, que je refais, parce que des fois on n'a pas non plus on n'a pas non plus euh, on, on est obligé un peu d'avoir des dual roles, etc. Mais à chaque fois, c'est un challenge. C'est un peu ce qu'on disait en intro aussi, c'est que RevOps, c'est pas une personne, un profil, c'est une multitude de profils. Et ouais, et faire de l'outil, et faire de la gestion de projet ou faire de l'analytics, c'est pas du tout les mêmes Des mêmes parties du skills. cerveau qui fonctionnent et c'est pas du tout les mêmes profils. On le vit très très fort aussi, nous. Pas les mêmes Voilà, compétences. voilà, c'est ça. D'où l'importance de prouver le ROI du RevOps pour aussi se staffer intelligemment pour être très efficace, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as un contenu, un livre, documentaire, un podcast qui t'a le plus apporté, que tu as envie de partager? Alors, je vais pas être très très originale sur le sujet, mais moi, c'est vrai que j'ai des équipes qui sont des équipes globales, et donc tu as bien compris qu'une de mes missions, c'était de faire en sorte que les personnes euh, collaborent le mieux, collaborent avec le plus d'efficacité, etc. Et des fois, en fait, les différences culturelles, c'est un frein. Et donc, j'adore Culture Map. C'était un de mes livres de chevet quand j'ai commencé en fait sur une fonction globale, parce que ça explique vraiment la différence en fait, la différence de communication en fonction des différentes cultures. Qui sont à prendre en compte quand on a un rôle global, parce qu'en fait on communique différemment et on se dit les Mm. choses différemment, de manière plus ou moins explicite. Et ça fait partie de la bonne dynamique de comprendre aussi les variances culturelles. Et à mettre entre toutes les mains de toute personne qui travaille dans une entreprise internationale, Ouais. clairement. Eh ben écoute, merci beaucoup Lida. C'était très riche, c'était très dense. Je trouvais ça passionnant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés également. Donc n'hésite pas, on aura peut-être l'occasion de refaire des, des discussions plus spécifiques sur certains sujets à l'occasion, mais tu es la bienvenue à ce micro quand tu veux. Merci beaucoup, Benjamin, c'était un plaisir. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Revenus et Causes.